Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, je le rappelle, a pour vocation de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée, avec pour objectif principal lutter contre les inégalités et les injustices dont sont souvent victimes les femmes. Mais pour parvenir à cette égalité, il faut des militantes et des militants. Il faut faire participer les hommes et les garçons dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Il faut les encourager à s'engager et à s'impliquer pour un changement des mentalités. Le Code de la famille les concerne aussi. Comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans son discours du 30 juillet 2022, le Code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes. Il est dédié à la famille entière, fondé sur la notion d'équilibre. Il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l'intérêt des enfants. Fin de citation. Je reçois pour en parler Rizlan Benachir, militante féministe, consultante en genre et développement, actuellement membre de la coordination féministe pour la refonte du Code de la famille. Rizlan Benachir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Je suis très heureuse de vous revoir. Le plaisir est partagé merci aussi. Merci beaucoup. Alors Rizlan, vous êtes une femme militante, vous êtes engagée dans la lutte pour les droits des femmes et les droits humains depuis de nombreuses années. Vous êtes membre fondatrice de l'association Jossor. Vous êtes coordinatrice de plusieurs projets d'envergure nationale et internationale qui sont relatifs à l'égalité de genre, le plaidoyer, le leadership, la lutte contre la violence et toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Alors racontez-nous un peu quelles ont été vos motivations au départ pour vous lancer dans ce combat de longue haleine. Pourquoi cette passion pour les droits des femmes, pour l'égalité? Voilà. Bon, moi j'ai ouvert les yeux dans un milieu engagé politique depuis petite. Quand j'ai ouvert les yeux, je suis née dans un milieu engagé politique, comme je l'ai dit. Et donc j'ai reçu une éducation qui était une éducation très jeune pour l'amour de son pays, l'engagement envers son pays, le rejet de l'injustice. Et donc vraiment, l'injustice pour moi, c'est un sentiment qui me révolte. Je dirais même que je deviens furieuse un peu contre l'injustice. Et donc mon combat a commencé depuis mon enfance, et ça a évolué au niveau de mon adolescence, mes études universitaires et jusqu'à aujourd'hui, mon engagement est un engagement pour essayer de contribuer à diminuer l'injustice. Mais est-ce que vous avez été vous-même victime d'une injustice ou pas? Oui. Je veux dire, au niveau familial, non? Ou à l'extérieur peut-être? Non, franchement, je n'ai pas. Nous, on a, comme je vous l'ai dit, je suis dans un milieu engagé, nationaliste, politique, progressiste, bien sûr, démocratique. Et donc, on avait notre mot à dire, on avait notre... Bon, il y avait bien sûr quelques petites injustices. Notre frère et sœur, par exemple? Non. La vérité, non. Nos parents nous ont éduqués à part égale, c'est-à-dire qu'on faisait la même chose, on était non, je n'ai pas senti d'injustice, mais je la voyais et je la vivais à travers d'autres membres de ma famille, à travers d'autres milieux que je voyais, et donc... Moi, quand je voyais une femme violentée, c'était quelque chose. Je hurlais, quand je pleurais, j'étais hors de moi. Parce qu'il y a ce sentiment qu'on ne peut pas agir. Qu'on ne peut pas agir, et on voit qu'il y a quand même une victime dans la. Et pour moi, c'était quelque chose qui me révoltait. Et donc, du coup, c'est un cheminement dans lequel je suis restée, qui me convenait parfaitement et qui, jusqu'à aujourd'hui, je continue à contribuer à ma manière, à ma petite dimension, pour justement mettre en place une société égalitaire entre hommes et femmes,
pour l'amour de mon pays, parce que j'aime mon pays et je veux que mon pays avance et je veux que mon pays soit, je veux dire, à l'image de démocratique, progressiste, développé. Ce que l'on souhaite. Et voilà, exactement. Et donc voilà. Alors, justement, parmi les ateliers que vous animez, vous avez récemment animé un atelier de sensibilisation sur les masculinités positives. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que ce concept et comment ces masculinités positives peuvent lutter contre les inégalités? Voilà, donc ce que je veux dire, ça c'est un projet de Jossor, Forum des femmes marocaines. Donc je contribue. Oui. Vous êtes membre toujours de Jossor? Bien sûr, je suis membre toujours. Je suis membre fondatrice de Jossor. Jossor, c'est mon bébé. Voilà, et vous travaillez toujours au sein de l'association? Oui, je travaille toujours au sein de Jossor. Et donc, ce projet, c'est un projet sur la masculinité positive. C'est un projet qui est financé par l'ambassade du Canada et nous travaillons avec les universités et avec des écoles supérieures, notamment celles qui travaillent dans les médias, le cinéma, etc. Et donc, qu'est-ce que nous essayons de faire? En fait, à Jossor, cette masculinité, c'est une nouvelle notion qui vient de... en fait, elle vient de la notion genre au départ. Voilà. J'y viens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on l'a souvent pratiqué, cette masculinité positive, et je vous dirai pourquoi. Donc, c'est en fait, comme vous dites, c'est le genre qui... bon, je vais faire très brève parce que c'est... Oui, c'est bien de rappeler ce concept aussi. Alors, le concept genre, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas qu'à la femme. Et très souvent, on se trompe et on pense que le concept genre, c'est exclusivement femme. Non, le concept genre, c'est la mise en place d'une égalité réelle et effective entre l'homme et la femme et à tous les niveaux. Et la mise en place de cette égalité va permettre de développer notre pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre société, je veux dire, elle a des stéréotypes, des caractéristiques. Et ces caractéristiques, soit elles sont biologiques, entre l'homme et la femme, et ça, on ne peut pas le changer, le sexe par exemple, et tous les autres caractéristiques. C'est des constructions en fait. Voilà, c'est des constructions, c'est des notions, c'est des valeurs qu'on inculque, on dit par exemple la femme elle pleure, l'homme ne pleure pas, la femme est tendre, l'homme n'est pas tendre, alors que c'est pas vrai, l'homme peut être tendre aussi, et la femme peut ne pas être tendre, etc. Donc, c'est des stéréotypes qui font que, qu'est-ce qu'ils engendrent? Une vision, une vision d'une société inégalitaire, parce que la femme, elle reste toujours faible, et donc d'où la dominance, voilà, d'où la dominance de la femme. Mais tout ça, je vous le dis d'une manière très brève. Oui, bien sûr. Et ça provoque quoi? Ça provoque une discrimination, et ça provoque aussi, l'impact, c'est aussi une violence, et physique, et psychologique, et morale, et verbale, etc. Donc, quand on parle de l'approche genre, c'est la mise en place d'une égalité positive, d'une égalité entre l'homme et la femme dans les politiques publiques, dans les stratégies nationales, etc. Et la masculinité positive, c'est amener les hommes à jouer un rôle positif pour, je veux dire, combattre ces stéréotypes et avoir une attitude positive pour améliorer et pour enlever ces valeurs, ces préjugés que nous avons sur la question de la femme. À titre d'exemple, pour être très brève, nous avons réalisé plusieurs vidéos. L'une des vidéos importantes, c'est sur le mariage des mineurs. Et donc on voit le père qui va avec le mari d'un certain âge, il veut donc monnaie le mariage de la fille mineure. Et donc la fille mineure vient, elle dit non, moi je ne veux pas me marier, je veux aller à l'école et tout ça. Et le frère de cette fille, qui lui est à l'université, qui est à l'école, qui fait ses études et que les parents trouvent le père trouve tout ça tout à fait normal, vient défendre sa sœur et dire non, ma sœur, sa place est à l'école. Ça, c'est une masculinité positive. C'est un comportement qui m'a amené à changer les mentalités et à changer le regard que nous avons vis-à-vis de la femme et du rôle de la femme qu'elle doit avoir dans la société et d'une manière égalitaire entre l'homme et la femme. Voilà, grosso modo. Voilà, la masculinité. Et puis nous, on organise la virilité aussi, parce qu'on pense que la virilité, il faut que l'homme soit plus ou moins machiste, un peu violent sur les bords. C'est ce qu'on appelle rage chez nous. Quoi, mais ça, c'est des stéréotypes. Ça, c'est un rôle qu'on donne à l'homme et qu'on ne donne pas à la femme.
Oui. Et donc, c'est tout simplement, c'est des préjugés. Donc, le travail que nous devons faire, c'est justement réduire ces disparités entre l'homme et la femme en enlevant ces notions et en enlevant ces préjugés et en montrant que la femme, au même titre que l'homme, doit jouer un rôle tout à fait égalitaire en tant que citoyenne, lui en tant que citoyen, avec des droits et des devoirs. Et ce discours, il est bien pris, c'est-à-dire, c'est qui la cible? Ce sont les jeunes hommes, c'est des femmes, des hommes, c'est les ateliers que vous animez, ils sont mixtes? C'est mixte. Ah oui, c'est mixte. Et justement, nous, à Josol, on a commencé à travailler avec les jeunes et depuis les années 2000, on a commencé à travailler dès le début avec des jeunes filles et des jeunes garçons. Ben, c'est l'avenir. Hein. Voilà, c'est la relève, c'est eux qui... Et surtout par rapport aux médias, on sait qu'ils jouent un rôle important. Et donc pour nous, on va chez les étudiants qui étudient l'audiovisuel, le journalisme, etc. Et on travaille avec eux. Et c'est des gens qui sont des jeunes franchement très intéressants et très intéressés et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on renforce leur capacité dans ces domaines. Et vraiment, moi je trouve que franchement, je suis très heureuse et satisfaite quand je vois cette jeunesse marocaine qui n'attend que d'être boostée, motivée, portée et écoutée aussi. Oui, ils sont en attente, c'est vrai. Il faut que quelqu'un puisse s'en occuper. Il y a un besoin énorme d'information, et de partage. Voilà, tout à fait. Alors Rizlane, vous êtes aussi membre de la coordination féministe pour la refonte du Code de la famille. Alors, quelle est cette coordination? Qui sont les autres membres? Quels sont ses objectifs aussi? Et puis surtout, sur quoi vous travaillez? Qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui dans ce code? On sait qu'il va changer, mais comment il doit changer? Alors, vous savez, nous, c'est une tradition, je dirais, du mouvement féminin marocain et une particularité marocaine aussi, je tiens à le dire. C'est qu'à chaque fois, étape où il y a des moments, je veux dire, importants sur la question des changements, comme en 2004, le Code de la famille, oui. La Constitution de 2011, tout de suite, certaines associations progressistes, démocratiques, on a l'habitude de travailler ensemble, on se réunit et on crée une dynamique et une initiative justement en coordination pour traiter de la question du moment. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu, comme vous avez dit tout à l'heure, le discours royal qui est très important et qui appelle au changement du Code de la famille. Donc tout de suite après nous, la coordination est née en novembre, le 30 novembre 2022, suite à l'initiative de ces associations qui sont-elles, ces associations? D'abord, c'est des associations qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont un capital dans tout ce qui est plaidoyer et tout ce qui est travail en coordination. Donc il y a Josor, il y a l'UAF, il y a la Ligue, il y a l'AMVEF et d'autres associations, il y a la DFM et d'autres associations. Le mouvement féminin. Donc le mouvement féminin est là. Et on tout de suite... Parce vous êtes un peu inaudible, on avait l'impression que rien ne se passait. En fait, vous ne communiquez pas sur ce mouvement. On a l'impression que le mouvement féminin, est là, et parce que les gens pensent que le mouvement féminin, c'est toujours être là en coordination. Non, le mouvement féminin est là, il travaille, les associations travaillent, et je vous assure qu'on travaille, et depuis la sortie du Code de la famille, par exemple, 2004, on continue à travailler, bien sûr, d'une manière, chaque association, elle fait son travail, mais quand il s'agit de questions importantes, d'une étape où... Vous mettez de côté vos... Non, on continue à travailler au niveau de nos associations, mais tout de suite, parce que c'est quoi notre objectif? Là, c'est la coordination féministe pour la refonte du Code de la famille. Son objectif, pour répondre à votre question, c'est justement constituer un plaidoyer, une force de proposition, comme nous avons l'habitude de faire, une force de proposition auprès des décideurs pour faire entendre nos revendications et nos attentes par rapport au Code de la famille. Donc voilà, mais le mouvement féminin existe, travaille, marocain travaille, est toujours là. C'est juste qu'ils ne communiquent pas souvent, on ne l'entend pas. Mais c'est parce que tout simplement, ce sont les associations, c'est-à-dire qu'un mouvement est là,
pour une question précise, pour une revendication précise. Ensuite, comme l'époque de la Constitution. La Constitution de 2011, nous avons constitué une coordination aussi qui a travaillé, qui a fait entendre nos revendications. La preuve, c'est que la Constitution de 2011, on a eu 90%. On a inscrit l'égalité dans la Constitution. Exactement. Et ça fait partie de notre contribution. Et pour nous, ça a été un moment très important. Ensuite, on ne va pas rester comme ça, réunis. Chacune va travailler dans son domaine et va travailler tout le temps enfin, je veux dire, au niveau de son objectif, de ses plans d'action qu'elle fait, etc. Mais on continue à travailler. Alors maintenant, sur quoi vous travaillez? Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est la refonte. Et qu'est-ce que vous entendez par la refonte? C'est la refonte totale du Code de la famille. C'est-à-dire que, vous savez, ce texte, et je pense que plusieurs personnes pensent la même chose que moi, c'est un code qui, à l'époque, quand il est sorti en 2004, nous avons considéré que c'était une grande avancée. Aujourd'hui, nous avons un texte qui est la Constitution de 2011. Nous avons des conventions internationales qui ont été signées par le Maroc. Personne n'a obligé le Maroc à signer ces conventions. Et notamment la CEDAW, etc., la Convention sur les droits de l'enfant et tout ça. Nous sommes tenus de les appliquer. Nous l'avons fait au niveau de la Constitution de 2011. Ce que nous voulons, c'est l'harmonisation totale avec ces textes. Nous voulons qu'aujourd'hui, tout l'arsenal juridique marocain, aussi bien le code de la famille que le code pénal, etc., mais ça sera une autre bataille, mais aujourd'hui, au niveau du code de la famille, nous voulons pas changer des petites virgules du code, oui, des parce points. Que certains peuvent se contenter d'amendements. Non. Parce qu'on parle souvent... Le texte doit être harmonisé avec la Constitution de 2011. C'est ce que nous demandons. Nous ne demandons rien. La Constitution... Quand même, le code actuel est quand même fondé sur la notion de qiwama et ta'a, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Donc, il n'est pas égalitaire à la base. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit changer totalement. C'est-à-dire que moi, je considère que ce code, c'est un code qui a été patriarcal, je dirais. Oui. Et donc, pour nous, aujourd'hui, avec notre Constitution et avec les conventions internationales, nous demandons une refonte totale de ce code de la famille. Que ce code soit harmonisé avec la loi suprême que nous avons, qui est la Constitution de 2011, dont le Maroc a voté, 90% de Marocains ont voté, ou un peu plus, ont voté pour la Constitution de 2011. Mais est-ce que vous pensez qu'il ne va pas y avoir un frein, par exemple un frein religieux? Est-ce que vous pensez que la société marocaine, même si elle a voté effectivement à 90% pour la Constitution, est-ce qu'elle est prête pour ce changement de paradigme? Parce que ça restait, les mentalités sont quand même encore... Si, et à la condition que si on n'utilise pas la question des droits des femmes pour des fins politiques et politiciennes, moi, je suis certaine que rien n'empêchera la refonte de ce code de la famille. Maintenant, la société marocaine, bien sûr qu'elle est prête. Qui est pour... je veux dire, l'injustice. Personne. Oui, mais en même temps, il y a des textes qui sont là, qui sont... Mais quels textes? Des textes religieux. Il y a une loi. Le code de la famille, c'est une loi qui doit être votée au niveau du Parlement. Elle a été désacralisée, en fait. Voilà. Donc, c'est une loi. Et donc, cette loi doit être harmonisée, comme toutes les autres lois, avec la Constitution. Point. Mais bon... On va dire, il y a peut-être il y a une notion, on dit, le roi lui-même dans son discours a dit, je ne peux pas autoriser ce que Dieu a interdit et je ne peux pas interdire ce que Dieu a autorisé. Oui. Si on lit la Constitution, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Constitution, elle est claire. Et moi, je reviens toujours à la Constitution de 2011. Et la Constitution est très claire. Et même dans son discours royal, le roi était très, très clair à ce niveau-là. Ce n'est pas une exclusivité de personne, le Code de la famille. Le Code de la famille doit maintenir un équilibre entre la femme, entre l'homme et l'enfant. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, la Constitution, elle est claire. Nous avons des conventions internationales, les droits de l'enfant, la CEDAW, etc. Donc, nous, on s'aligne à nos textes qui sont là.
Ce n'est plus le code de la famille, c'est une loi. Donc la loi, elle a un processus par lequel elle doit passer, et donc ce processus-là est valable aussi bien le code de la famille que d'autres codes passent par le même processus. Mais vous pensez que des questions sensibles comme l'héritage ou bien la question de l'avortement qui figurent dans le code pénal vont être abordées dans ce nouveau code? Alors, bon... Et comment contourner, en fait? Il n'y a pas de contourner. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la société marocaine a évolué. Et le rôle de la femme, il a changé. Et il continue à changer. Et nous avons des femmes qui travaillent et qui contribuent à l'évolution financière du foyer familial. Nous avons maintenant des familles. Il n'y a plus les grandes familles. La notion de famille a changé de toute façon. Elle a changé. Donc la femme, elle joue un rôle. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont chefs de ménage, qui travaillent pour la famille. L'homme, des fois, ne travaille pas et c'est la femme qui contribue financièrement. Il y a plusieurs cas où dans le rural, vous voyez la femme, la contribution de la femme, comment elle fait pour travailler, etc. Et pour contribuer à élever ses enfants et tout ça. Et ensuite, quand il y a un décès, c'est un oncle ou un arrière-oncle ou un cousin qu'on ne connaît même pas. Le cas des couples qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont que des filles. Pourquoi est-ce que mon arrière-arrière-cousin va venir... c'est ce qu'on appelle tasser. Va venir hériter et va venir me faire sortir de chez moi. Donc c'est une injustice, quoi. Mais bien sûr que c'est une injustice. Le foyer familial, par exemple, où la femme a contribué, même si elle n'a pas acheté mais elle a contribué au maintien et à la maintenance de ce foyer. Et à la fin, quand le mari meurt, des fois, elle se retrouve dehors avec ses filles. Oui. Pourquoi ne pas sortir, par exemple, le foyer familial de l'héritage? Tout à fait. Et il faut peut-être aussi l'inscrire dans le contrat de mariage, parce qu'on sait aujourd'hui le partage des biens, il existe, mais on ne peut pas venir le jour J. Voilà, quand on se marie, vous connaissez comment ça se passe au mariage, comment elle est, chouma, nanani, nanana, donc il y a une pression familiale. Donc il faudrait qu'il préfigure. Ben oui, tout à fait. Mais donc, si on se penche sur la société et on voit les injustices que subissent les femmes dans ce domaine-là, je ne pense pas que quelqu'un puisse être contre l'égalité et contre, justement, dans le cas d'El Tasseb, où on va priver la jeune fille, on va priver la fille, on va priver la mère de quelque chose dont elle a contribué et qui lui appartient. Donc, pour moi, c'est pas possible. Mais justement, alors, c'est moi qui vous ai coupé la parole. Je veux dire, en 2004, vous l'avez dit, il y a eu une commission qui a abouti à cette réforme. Une commission qui a été nommée en 2001-2002. C'est ça. Est-ce que vous pensez que ça va être le même principe aujourd'hui? Parce que ce que vous réclamez va prendre du temps, nécessairement. Il va y avoir des concertations. Et est-ce que vous pensez que ça sera une commission ou bien vos propositions, là, justement, du mouvement, est-ce que vous allez les déposer au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement? Concrètement, qui c'est qui va prendre le leadership? La vérité, on ne sait pas. Tout est encore flou. On ne sait pas. Normalement, j'aurais aimé que tout de suite après le discours royal, que les choses se clarifient. Mais bon, mais comme je le dis, c'est une loi. Le code de la famille. Donc les rôles sont clairs. Aujourd'hui, on a une constitution, encore une fois, je suis désolée, je reviens toujours à ma constitution. La constitution 2011, la constitution 2011 attribue les rôles sont clairs. On a eu les directives royales avec les grandes lignes et tout ça. Maintenant, c'est à l'exécutif et les législatifs de prendre en charge cette question. C'est mon avis. Je sais pas, je dis pas c'est ce qui va se passer, mais c'est mon avis. Non, bien sûr, donc, mais ça reste quand même une question, on va dire, sensible, qui, effectivement, touche aux hommes, aux femmes, aux enfants, donc à la société entière. Donc il y a un mouvement qui travaille sur, comme vous, sur des propositions, mais il faudra peut-être aussi tenir compte d'autres propositions. Donc il faut bien quelque chose de neutre. Dans un cadre de respect des droits de l'homme, dans une approche globale de respect des droits de l'homme et de la non-discrimination. Nous, on va transmettre nos revendications, ce mouvement, cette coordination va transmettre ce mémorandum sûrement au niveau du Parlement, au niveau aussi du gouvernement. Mais est-ce que vous allez communiquer aussi? Mais parce bien que c'est important. Bien sûr, ça c'est
bien sûr, on va communiquer, Et il faudrait communiquer régulièrement. On va communiquer, d'autres associations nous rejoindront. On s'ouvre à un potentiel d'associations démocratiques, progressistes, qui partagent le même référentiel que nous. Nous allons aller vers les décideurs. Nous allons communiquer sur ça, oui. Alors Islaine, les féministes de la nouvelle génération, celles qui sont très actives, notamment sur le digital, pensent ou reprochent parfois au mouvement féministe classique traditionnel de ne pas avoir mis les questions relatives aux libertés individuelles dans leurs revendications. C'est-à-dire, en gros, elles ne se sont pas intéressées à cette question, l'article 490, les relations sexuelles hors mariage. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire et est-ce que c'est vrai d'abord ou pas? Alors d'abord, moi je considère qu'il n'y a pas de nouvelles et d'anciennes générations. Je considère que nous sommes plusieurs générations qui travaillons sur un même objectif, qui est l'égalité homme-femme. À Jossour, par exemple, nous avons eu 2 présidentes de jeunes. Nous avons eu Oumeima Achour et nous avons aujourd'hui Khawla Ben Omar. Tout à fait, que j'ai reçu sur ce plateau. Voilà. On a travaillé sur les libertés individuelles, mais il y avait des priorités, comme je vous l'ai dit. Donc, nous avons, et aujourd'hui, les libertés individuelles. L'avortement, par exemple, nous avons travaillé sur l'avortement. Et il y a eu déjà, d'ailleurs, grâce à notre mouvement et à notre... il y a eu une commission qui a été mise en place pour justement donner un avis sur l'avortement. L'avis a été donné, mais bon, la loi n'est toujours pas sortie. Et maintenant, le code pénal... Mais le code pénal doit changer. Mais nous revendiquons et nous avons fait des propositions à tous les niveaux par rapport au code pénal. Et nous les avons transmis, et tout le mouvement féminin a transmis ses revendications et ses attentes au niveau du Parlement. Maintenant, il a été retiré pour rediscuter du code de la famille. Mais il faut qu'il intègre les nouvelles dispositions aussi. Mais bien sûr. Et les progrès. Et il faut qu'il soit harmonisé, encore une fois, avec la Constitution de 2011. Donc le code de la famille, nous avons été les pionnières par rapport... par rapport à nos revendications féministes, il y avait le code de la famille, le code pénal, le code de la nationalité, qui toujours aujourd'hui, il est toujours d'actualité, et les autres. Et là, nous voulions la loi sur la violence à l'égard des femmes, elle est sortie. Donc tout ça, ça a été un combat. Bien sûr, de plusieurs années. Aujourd'hui, la tâche est plus facile. On parle plus. Et bien sûr que nous sommes pour la liberté. Je veux dire, être libre au niveau sexuel, etc. Vous me tendez la perche. Oui. Je vous pose ma dernière question justement par rapport à la liberté. Oui. Cette émission s'appelle Horat. Oui. Qu'est-ce que pour vous la liberté, dans son sens le plus large et dans le cadre de l'égalité homme-femme, justement? Alors, la liberté, pour moi, c'est donner la possibilité aussi bien à l'homme qu'à la femme de vivre et d'avoir ses choix, d'être autonome et de vivre avec des droits mais aussi avec des devoirs. Avoir la possibilité, ne pas être soumis, être indépendant et pouvoir faire ses choix en toute liberté, sans toucher à la liberté de l'autre, bien sûr. Et je veux revenir sur un article, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, qui stipule tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc être libre, c'est pouvoir faire ses choix en toute autonomie, en toute indépendance, en toute sécurité, sans nuire à l'autre. Voilà. En fait, c'est pouvoir choisir en toute liberté, mais ne pas toucher tout simplement à la liberté des uns et des autres. Voilà. En tout cas, Rizlaine, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci à toi et j'espère que... Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir une nouvelle fois. Et il faudra que tu viennes nous soutenir dans notre coordination. Je le suis déjà. Ben oui, ça j'en suis certaine. J'ai un soutien moral de toutes les façons. Alors, je rappelle que vous êtes militante des droits des femmes, vous êtes experte en égalité, genre et développement et actuellement membre de la coordination féministe pour la refonte du Code de la famille. Merci encore, Rizlaine. Merci à vous, merci beaucoup. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, mais avec un autre invité. Bonne continuation des programmes sur M24.